Lever le couvercle sur une omerta pendant plusieurs mois, c'est ce que l'ont fait les députés Paul Vannier et Violette Spilbout en écoutant les témoignages dans le cadre de l'affaire Betaram, mais aussi les victimes de tant d'autres abus au sein de l'école, établissement scolaire privé, mais aussi public. Une année marquante pour la députée Renaissance du Nord. On en parle tout de suite avec elle sur le Grand JT. Violette Spilbout, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Madame la députée, d'être avec nous sur le plateau du Grand JT. Un plaisir de vous recevoir. Vous êtes députée Renaissance du Nord et co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les violences scolaires. Vous vous êtes abstenue il y a un peu plus d'un mois lors du vote de confiance fait à François Bayrou, choqué, je cite, du mépris dont il a fait preuve lors du travail transpartisan de la commission dont vous faites partie. Est-ce là une preuve nouvelle, s'il y en avait besoin, du déni français face aux drames commis dans certaines institutions? Ce qui était important pour moi au moment de ce vote, c'était d'avoir un vote symbolique, puisque la censure était prononcée bien plus largement qu'avec mon vote. Un vote symbolique qui témoignait le respect envers toutes les victimes de l'omerta française qu'on a connue et qu'on connaît encore sur certaines violences faites aux enfants. Je pense notamment aux violences intrafamiliales aussi, au-delà du milieu scolaire. Et ce vote, c'était un vote pour dire, voilà, l'État a failli, l'État ne s'est pas excusé. Après la commission d'enquête qui a duré 5 mois, il n'y a pas eu de parole du président de la République ou du Premier ministre d'excuses publiques et de reconnaissance de la souffrance de victimes qui encore aujourd'hui souffrent énormément de ce qu'elles ont vécu. Et donc, je m'excuse quelque part au nom des parlementaires. Ce silence, puisque c'était une forme de silence aussi qu'ont vécu ces victimes, elles en ont beaucoup parlé lors des 60 heures d'audience, je crois, pour cette fameuse enquête, mais aussi elles en ont parlé sur ce plateau, elles en ont parlé sur tous les plateaux de chez mes confrères. C'est une omerta, on parle d'omerta aujourd'hui, française concernant les violences faites aux enfants. Est-ce qu'elle est à ce point importante? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un silence assourdissant qui a régné pendant des décennies en France sur les violences? Je crois qu'il y a eu différentes époques. C'est pas pour ça d'ailleurs que je renvoie la violence faite aux enfants dans les établissements scolaires uniquement au passé, mais c'est vrai que c'est à partir des années 60 et jusqu'aux années 2000 en particulier qu'il y a eu le plus de violences massives dans des établissements scolaires. Des établissements sous contrat avec l'État et notamment catholiques, principalement catholiques, mais aussi des établissements hors contrat, comme le village de Riaumont dans le Nord, et des établissements publics, comme le lycée Bayen dans l'Est de la France. Donc oui, c'était massif, oui, il y a eu une omerta, un silence, non pas des victimes toujours, parce que parfois, pas toujours, mais elles ont parlé, elles ont eu ce courage. Parfois, c'est les parents qui ont parlé, qui ont dénoncé les faits. Parfois, c'est des enseignants, des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Et c'est surtout qu'elles n'ont pas été entendues par celui qui doit protéger les enfants et permettre qu'ils grandissent, c'est-à-dire l'État avec un grand E, toutes les composantes de l'État, du ministre de l'Éducation au ministre de la Justice et à toutes les administrations déconcentrées de l'État. Tous ces hommes et femmes, mais davantage des hommes, qui ont justement été peut-être à l'écoute ou pas à l'écoute justement de ces victimes. Est-ce que vous avez réussi à les rencontrer lors de cette enquête? Est-ce qu'ils vous ont parlé? Oui, on a rencontré des recteurs, des inspecteurs d'académie, des ministres d'ailleurs qu'on a auditionnés, d'autres ministres de l'Éducation que François Bayrou, qui, face à nos questions, comprenaient l'ampleur des dégâts, l'ampleur de l'inefficacité d'un État qui, lorsqu'il y avait un courrier de parents d'élèves, envoyé à l'inspecteur ou au recteur, quand il était envoyé directement au ministre, n'arrivait jamais vraiment à la bonne personne, à la personne qui, en responsabilité, pouvait prendre une décision de protection de l'enfant ou d'éloignement de l'agresseur. Et donc, c'est tout un système. Il y a des responsabilités individuelles, elles sont recherchées par la justice dans certains cas, l'agression, la non-dénonciation, et des responsabilités collectives que je viens de définir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous alors de cette enquête? C'est entendre ces victimes, c'est ne pas pouvoir être suffisamment puissante pour agir au moment des faits. Enfin, fatalement, vous n'y étiez pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile en ce moment-là? Le plus difficile, le plus émouvant, le plus bouleversant, ça a sans conteste été les rencontres avec les victimes. La première rencontre que moi j'ai eue avec une victime du village de Riaumont, même avant le démarrage de la commission d'enquête, qui a d'ailleurs poussé mon engagement, qui est un homme d'une 60aine d'années, qui est
n'est pas détruit, parce qu'il a eu de la chance dans sa vie, il a eu une force incroyable et il a réussi à surmonter ce qu'il a vécu, mais pas comme d'autres camarades avec qui il est en lien encore aujourd'hui. Et puis, c'est la rencontre aussi avec les victimes lors de la première audition que nous avions décidé avec mon co-rapporteur Paul Vanier, où il y avait une dizaine d'associations de victimes et des témoignages qui rentraient dans le détail, non seulement d'agressions verbales, d'humiliation, mais aussi d'agressions physiques, de supplices, comme le supplice du Perron de Bétarame, maintenant malheureusement bien connu, et aussi de violences sexuelles et de viols. Et lorsqu'on a un homme de 60, 65 ans, 70 ans, qui encore aujourd'hui pleure en vous parlant de ce dont parfois il n'a pas pu parler lorsque ses parents étaient vivants, par exemple, pendant des années, on mesure à quel point la souffrance de l'enfant est encore celle de l'adulte ou de la personne un peu âgée aujourd'hui. Elle est intacte, en fait. Vous l'avez dit, ces victimes ont souffert du manque d'écoute dans la plupart des cas. Lorsque vous arrivez, chargé, co-rapporteur de cette commission d'enquête, comment ils vous accueillent? Est-ce qu'ils se disent encore une fois, je vais parler et personne ne va m'écouter, à quoi ça va servir? Ou est-ce qu'ils se disent, pour une fois, ça y est, on sent que... Il y a eu un petit peu de défiance, notamment par certaines associations qui avaient déjà participé aux travaux de la Civise et de la SIAZ, qui avaient de nombreuses recommandations, ces commissions d'enquête sur les violences dans l'Église, et donc qui, après plusieurs années de travaux, doutaient de l'efficacité d'une action supplémentaire. Et ça, je peux le comprendre, parce que, effectivement, même moi aujourd'hui, on y reviendra peut-être, mais je doute. Et je suis inquiète des suites des travaux qu'on a fait. Par contre, on a été plutôt bien accueillis parce qu'on a eu une force immédiate avec Paul Vanier, c'est qu'on est deux députés extrêmement opposés, la France Insoumise et le Bloc Central, oui. Extrêmement opposés, mais très unis, très en confiance, très sérieux, très engagés sur une cause que nous avons prise à bras-le-corps. Et je crois que oui, nous avons eu quand même une grande force pendant ces 5 mois de commission d'enquête. On a non seulement agi avec un rapport et des recommandations, mais même pendant les 5 mois, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a des associations qui ont été entendues, qui ont été reçues par les pouvoirs publics. Il y a eu le plan Brisons le silence, lancé par la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne. Il y a eu beaucoup de modifications aussi à l'intérieur même de l'enseignement catholique français aujourd'hui, avec des contrôles systématiques des internats. Et donc tout ça, oui, c'est la commission d'enquête Vanier-Spielbout qui l'a provoqué. Donc à ce titre-là, les associations, oui, elles ont été attentives, elles le sont encore aujourd'hui. On est encore en lien avec elles aujourd'hui de façon étroite. Parce qu'elles nous font confiance et il va falloir qu'on soit à la hauteur dans les semaines et mois à venir. On va y venir bien sûr, mais il y a donc plein de choses qui ont bougé, vous le dites évidemment. Une parole qui a été enfin prise en compte aussi du côté des baramites, bétaramites, pardon, on les appelle comme ça, qui ont reconnu leur responsabilité dans ces violences commises pendant des décennies, dédommagement fait, indemnisation pour les victimes et depuis, je crois, une semaine, une indemnisation qui est prévue pour les victimes des crimes causés par des laïcs. Oui, alors il y a des choses qui avancent du côté de l'Église, effectivement, et de cette congrégation, parce que l'Église a une organisation qui n'est pas complètement contrôlée. Il y a certaines congrégations qui ont leur indépendance dans leur choix. Là, cette commission, elle permet effectivement d'avoir des dédommagements un peu conséquents financièrement de personnes qui parfois ont dû consacrer leur vie à la lutte contre une dépendance, contre une dépression forte, ont dû consacrer beaucoup de leur vie à des soins. Et donc, oui, ça fait partie de la réparation. Mais je crois qu'après avoir entendu les victimes, c'est pas quelque chose qui sera suffisant pour une grande partie d'entre elles. Ce qu'elles veulent d'abord, c'est la reconnaissance de l'État. Parce que c'est à l'État de contrôler, et c'était l'objet de notre commission d'enquête, de contrôler que lorsqu'il donne de l'argent public de façon massive pour l'enseignement privé sous contrat, eh bien, il contrôle la façon dont cet argent est dépensé sur le plan pédagogique, financier, mais aussi sur le climat scolaire et le respect des droits de l'enfant. Et donc, cette défaillance de l'État, oui, je crois qu'elle doit être reconnue le plus haut niveau. C'est la première de nos recommandations. Et par exemple, certaines victimes à Bétarame ou à Riaumont ont demandé à ce qu'il puisse y avoir une plaque commémorative pour les élèves qui se sont suicidés, pour les sévices et les tortures qui ont eu lieu dans ces lieux. Et il y a même certaines victimes qui souhaiteraient que les établissements soient fermés aujourd'hui, ce qui sera peut-être bientôt le cas de Riaumont, complètement fermé au public. Un lieu de torture ne peut pas être un lieu actuel d'enseignement, voire de fête étudiante. Mais pourquoi il n'est pas déjà fermé? Enfin, pardon de la question, mais si vous l'envisagez déjà, pourquoi laisser autant de temps à ce que ça ne soit... Parce qu'on l'a étudié dans notre commission d'enquête. D'abord, il a fallu
faire sortir un certain nombre de réalités, de rapports qui ont été les uns après les autres enterrés, parce qu'une fois on avait un rapport de la protection de l'enfance, et puis un an après un rapport de l'inspection du travail pour la partie professionnelle de l'établissement, et puis 2 ans après avec un autre inspecteur d'académie, un rapport de l'inspection, et tout ça parfois ne se croisait pas, il n'y avait pas cette vision à 360 dans le temps et dans l'espace que nous avons pu mettre en œuvre avec les pouvoirs exceptionnels de notre commission d'enquête parlementaire. Et puis parfois parce que des recteurs ou des préfets n'ont pas aujourd'hui le pouvoir de faire fermer administrativement un établissement scolaire sur la seule base d'une inspection défaillante ou d'un rapport même financier défaillant. Et donc ça, ce sont les mesures sur lesquelles aussi on a travaillé dans notre commission d'enquête, des recommandations de changement de la loi. C'est le travail que nous allons poursuivre sur le plan législatif pour faire en sorte, oui, qu'on puisse faire fermer de façon temporaire ou définitive des établissements qui ne respectent pas les règles et les droits de l'enfant. Davantage de contrôles, vous l'avez dit, Elisabeth Borne effectivement avait annoncé cette mise en place des contrôles renforcés, mais on sait pour plusieurs raisons, déjà pour une question de nombre d'inspecteurs, que c'est vraiment extrêmement compliqué. Alors est-ce que c'est un peu caractéristique de tout ce qui devrait être fait et qui finalement peine à être mis en place? Oui, alors c'est vrai que les moyens dans l'éducation nationale, c'est le grand débat actuel, et dans quelques jours à la commission à laquelle j'appartiens de l'éducation, où on va avoir le débat budgétaire sur le nombre de postes. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une scission assez forte entre le métier d'enseignant et le métier d'inspecteur des établissements scolaires. Et pourtant, les métiers ont beaucoup changé. Être devant une classe, parfois une classe difficile, en quartier prioritaire politique de la ville, c'est difficile de pouvoir le faire bien toute sa vie, de jeune enseignant jusqu'à la retraite, avec la même force, le même engagement. On peut imaginer que des enseignants aient envie de faire un passage, soit par des métiers administratifs, soit par l'animation des ateliers d'éducation artistique et culturelle, des choses qui sont, ou des projets, ou puissent, pourquoi pas, et ce n'est pas du tout aujourd'hui le cas, devenir membre d'un corps d'inspection pendant une dizaine d'années en étant formé, en ayant des passerelles professionnelles. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à la fois au corps d'inspecteurs qui est extrêmement fermé aujourd'hui sur des prérogatives et qui a besoin d'être renforcé en nombre, donc il y a besoin de personnes en plus. Et puis ça ferait aussi du bien pour quelqu'un qui a été très longtemps devant une classe et qui pourrait aussi servir de l'autre côté de la barrière. Si alors j'entends effectivement la passerelle, les ponts possibles, Violette Spielbout, mais vous imaginez bien que dans un pays où il manque énormément de professeurs, je doute de la faisabilité. En tout cas, je me pose la question de comment justement rendre ce métier attractif, alors que déjà on va manquer aussi à la fois de profs et effectivement d'inspecteurs pour ces contrôles. Alors, c'est tout le débat globalement de la carrière professionnelle des enseignants et de son attractivité. Donc, c'est bien plus large que le sujet de l'inspection. En tout cas, moi, je crois que la variété des métiers au long d'une carrière au sein du ministère de l'Éducation nationale est l'une des clés aujourd'hui où on sait quand on s'engage dans un métier, on ne doit pas y être enfermé toute sa vie, même si on aime l'éducation nationale. Et je vois plein de jeunes profs qui s'engagent. Ils sont vraiment engagés pour cette transmission que représente l'enseignant. Après, sur les moyens de l'inspection, il y a déjà eu des annonces budgétaires, effectivement, pendant notre commission d'enquête. Moi, je crois qu'il y a aussi une question de ciblage de ces contrôles. C'est est-ce qu'on continue à mettre les moyens sur des contrôles habituels, pédagogiques, ou est-ce qu'on se dit il faut, là où il y a des alertes sur des violences, sur l'atteinte à la liberté de conscience, sur des dysfonctionnements dans un établissement qui serait classé rouge avec des alertes, est-ce qu'il n'est pas là qu'il faut mettre les moyens de contrôle principalement? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'établissements signalés actuellement et que je crois que c'est ce qu'est en train de faire le ministère de l'Éducation nationale, aller là où il y a des dysfonctionnements. Peut-être aussi davantage sur la formation initiale des profs, sur le fait de pouvoir diagnostiquer, déceler effectivement une situation conflictuelle, une situation problématique d'agression dans un établissement pour qu'ils puissent réagir. Oui, on s'est rendu compte pendant l'analyse de tous les dysfonctionnements des établissements que nous avons contrôlés que le système de signalement aujourd'hui n'est absolument pas sécurisant, et surtout quand un enseignant, par exemple, a le courage de signaler qu'un de ses collègues est un potentiel agresseur d'enfance qui s'est vu à de nombreuses reprises, eh bien c'est plutôt lui aujourd'hui qui est mis de côté, qui voit sa carrière parfois ralentie. On l'a vu dans le Pas-de-Calais, on l'a vu dans le cas de Bétarame, à Bayen aussi, dans le public comme dans le privé. On a un ministère de l'Éducation nationale qui veut que tout reste chez lui.
et qui a des passerelles qui ne sont pas fluides avec le ministère de la Justice. Donc on a fait un certain nombre de recommandations sur l'amélioration de l'information dès qu'il y a une suspicion ou une dénonciation sur un enseignant, des mesures conservatoires beaucoup plus rapides et courageuses, des suspensions qui peuvent être prolongées tant que l'enquête judiciaire n'est pas terminée, parce qu'aujourd'hui c'est 4 mois pour une suspension de fonction s'il y a une enquête, mais c'est pas plus. Et donc le ministère de l'Éducation nationale utilise des arrêts maladie et d'autres subterfuges pour gérer des situations extrêmement complexes. Et puis la culture du signalement, c'est aussi la culture du courage. Moi je crois qu'on est dans un pays aussi qui a beaucoup de mal culturellement à se dire que dénoncer une violence, c'est un devoir, c'est un honneur, c'est une fierté. Et ce n'est pas quelque chose de mal. Et ça, on l'a beaucoup vu dans les raisons de l'Omerta. Et je crois qu'il y a encore du travail là-dessus. Parce que quand on voit le plan phare sur le harcèlement scolaire, on voit bien qu'il n'est pas du tout 100% efficace et que c'est aussi lié à ces freins culturels entre élèves ou même avec des parents et des enseignants. Oui, les freins effectivement liés à la société, c'est peut-être des freins culturels. On parle toujours de moyens dans l'éducation nationale. Est-ce que c'est pas, comme vous le dites, effectivement, plus un sujet qui est un courage politique à avoir ? Il y a le sujet de l'organisation et beaucoup de réformes à mener dans l'éducation nationale, y compris, vous l'avez dit, formation initiale et beaucoup de procédures qu'il faut revoir. Là-dessus, on a été assez détaillé dans notre rapport. Et puis, il y a aussi un ministère de l'Éducation nationale qui, je crois, avec la volonté politique des ministres successifs, malheureusement trop successifs peut-être pour une politique durable, doivent attaquer les problèmes de front. Et aujourd'hui, avoir le courage de suspendre immédiatement quelqu'un, même s'il y a le risque de, bien sûr, de la présomption d'innocence et de l'atteinte à la présomption d'innocence, mais c'est pas forcément une suspension, une éviction de tout travail. Ça peut être mise dans un service administratif, un éloignement. En tout cas, bien trop souvent, on a vu un temps de latence qui a permis des violences les pires et qui parfois a été pendant des mois ou des années sans réaction du rectorat ou de l'inspection d'académie. Donc oui, il faut encore que ce courage soit souligné. J'ai eu un recteur il n'y a pas longtemps sur une affaire sur laquelle j'ai fait un signalement article 40 et qui m'a dit, vous savez, moi je suis celui qui prend les décisions de mesures conservatoires les plus rapides, mais je suis très mal vu de mon administration parce qu'il a du courage et forcément ça dérange. Tous ces sujets-là dérangent. On dérange un système un peu organisé dans lequel on vient mettre les pieds. C'est ça, cette fameuse omerta dont on parle depuis le début et qui a été terrible aussi pour ces victimes, qui, pour certaines d'entre elles, même beaucoup d'entre elles, ont parlé, ont cherché à se faire entendre et n'ont pas été entendues. Dernier point sur Betaram, évidemment, cette fin de mandat de François Bayrou, effectivement à Matignon, est-ce qu'elle a été logique pour vous? Est-ce qu'il fallait qu'il parte? Je crois qu'elle n'est pas liée principalement à cette affaire. C'est sûr que je dirais que l'attitude du Premier ministre, quelque part, le sujet, c'est pas est-ce qu'il est responsable, est-ce qu'il a menti, pas menti. Moi, je crois que c'est pas ça le plus essentiel. L'essentiel, c'est l'attitude par rapport à des victimes qui ont subi une défaillance de l'État quand il était ministre, mais aussi avant et après. Il y a eu de nombreux ministres de l'éducation, de la justice, de la famille et de l'enfance. On a entendu Ségolène Royal qui, après l'éducation, est partie à la famille et elle a pendant 2 ans fait des choses formidables sur la protection de l'enfance, avec un guide sur mon corps, c'est mon droit ou mon choix, je me souviens plus. Mais après, en partant à la famille, elle a reconnu elle-même qu'elle a changé de ministère et donc changé de politique. Et donc, c'est tout ça qu'il incarne. Oui, mais là, on parle de mensonge, on parle de silence sur des victimes qui ont vécu des drames. En tout cas, il y a plusieurs ministres qu'on a auditionnés qui ont eu une attitude plutôt de reconnaissance de la défaillance, même si elle n'était pas personnelle. Mais en tout cas, si le système n'est pas fonctionné, je m'en sens aussi responsable. Une sorte de compassion, d'écoute des victimes. Et j'ai ressenti pendant toute notre commission d'enquête beaucoup de mépris pour le Parlement et beaucoup de mépris à travers nous pour les victimes. Et c'est plus ça qui m'a dérangée. Après, le sujet de l'instabilité gouvernementale, il dépasse largement notre sujet de la commission d'enquête. Tout à fait. Betaram a été un peu la catharsis de tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore malheureusement aujourd'hui dans certaines institutions, pas toutes, fort heureusement. Enfin, quand même, on en a beaucoup dans la presse qui continue de sortir. Oui. On a vu avec Stanislas, on a vu avec d'autres. Avec une école aussi à Neuilly-sur-Seine, juste à côté d'ici. Est-ce que, grâce à vous, Madame la députée, et au travail de Paul Vannier, votre co-rapporteur, grâce à la Ciivise, au nombre d'enquêtes qui ont été faites, au nombre de rapports effectivement qui ont été donnés, est-ce qu'on peut espérer que ce soit la fin réelle de tous ces drames à venir? En tout cas au sein de l'école. Je ne parle même pas au sein des familles, mais au moins au sein de l'école. Alors,
je dirais que grâce à nous, ça serait très présomptueux. En tout cas, on a eu un rôle de catalyseur de plusieurs forces qui se sont rejointes. Je crois qu'il y avait une sorte de maturité sur ce sujet. D'abord, il y avait eu les rapports de la CIAG et de la Civis. Ensuite, il y a eu un engagement des députés de tous bords, 70 députés de notre commission dans la commission d'enquête, et pas seulement de députés co-rapporteurs, mais de tous bords. C'est-à-dire que l'Assemblée, elle a adopté les travaux de cette commission d'enquête, les conclusions, à la quasi-unanimité. Il y a eu quelques abstentions. Donc il y a eu vraiment un engagement de tous les bords politiques, un engagement extrêmement fort, et je tiens à le souligner, de la presse d'investigation spécialisée, je pense à Mediapart bien sûr en particulier, mais aussi la presse régionale, Sud-Ouest, La Voix du Nord, du côté de Bayen, Radio France du côté de Bayen. C'est des journalistes qui pendant des années n'ont jamais lâché et ont lancé l'alerte aux côtés des lanceurs d'alerte enseignants, aux côtés des parents, aux côtés des victimes. Le travail des associations, de la société civile aussi, je pense à l'association Les Papillons, l'association Les Colosses aux Pieds d'Argile, qui se sont mis aux côtés des victimes, et puis les associations de victimes elles-mêmes. Et je crois que c'est cet ensemble qui est assez rare finalement. On n'a pas la presse contre les politiques, les citoyens contre les politiques, mais tout le monde qui... Là, ce matin, j'ai eu une journaliste qui a travaillé sur Beta Haram et qui me parlait de documents qu'elle avait, qu'elle voulait repartager avec moi. Il y a une sorte de collaboration dans le bon sens du terme qui fait un effet catalyseur autour de ce moment de la commission d'enquête. Mais attention, je dirais attention parce que d'abord, il n'y a pas eu de réaction officielle et d'acte officiel du gouvernement suite à la publication de notre rapport le 2 juillet. Et donc, Paul Vannier et moi, nous restons plus que vigilants, c'est-à-dire que nous allons poursuivre nos travaux hors commission d'enquête ensemble pour ne pas lâcher le gouvernement actuel, les gouvernements successifs sur la mise en œuvre des recommandations. Sinon, eh bien, je crois qu'on aura été comme d'autres commissions, c'est-à-dire avec des rapports, des recommandations, et puis c'est sur rien derrière. Vous êtes inquiète, ça veut dire que vous pensez que le gouvernement actuel, et peut-être les suivants, on ne va pas faire de mauvais esprit, mais enfin, ne pourrait pas être à l'écoute réellement de ce qui se passe dans la société. Vous le dites, une société où une députée Renaissance avec un député LFI se sont mis d'accord, sont unis pour la même cause, une cause pour laquelle les journalistes, les associations, les députés, tout le monde est vraiment uni pour cette cause, pour la défense des droits des enfants. Vous pensez qu'il n'y aura pas de suite réelle ? Je pense qu'il faut être très vigilant, et à plusieurs, on le sera au Parlement, parce qu'il y a eu aussi une commission d'enquête TikTok avec ma collègue députée Laure Miller, qui a des constats et des recommandations très alarmantes, si on ne les met pas en œuvre, sur les risques de santé mentale pour nos enfants. C'est aussi un sujet de protection de l'enfance. Il y a eu la commission d'enquête parlementaire sur la protection de l'enfance, la défaillance de l'ASE. Et donc, cette année, en 2025, 3 rapports majeurs du Parlement, et aujourd'hui, au gouvernement, même s'il est nommé depuis très récemment, il n'y a pas une grande politique de la protection de l'enfance qui est mise en avant. Donc moi, c'est ce que je vais plaider auprès de Stéphanie Rist, la nouvelle ministre de la Famille, auprès du Premier ministre et auprès des ministres successifs s'il y en a d'autres. Je pense que l'instabilité gouvernementale, bien sûr, ne favorise pas la mise en œuvre de politiques publiques durables et profondes comme celles que l'on promeut. Mais nous, les parlementaires, on est là, et tant qu'on est là, et puis s'il y a une dissolution, eh bien, si vous serez élu, on sera encore là, on ne va pas lâcher, c'est le message que je veux passer ce soir. Merci, on est avec vous en tout cas, Violette Spiltbout. Merci mille fois d'être venue sur le plateau du Grand JT.